Je disais, la Turquie, dans ses précédentes déclarations à propos d'Israël, disait que c'est un État terroriste. Mais là, depuis 10 jours, la Turquie n'emploie plus ces mots-là. Le président Erdogan se fait très conciliant. En fait, il essaye de faire baisser la tension. Il a conscience que un crime de masse peut avoir lieu d'un instant à l'autre. Donc, il a envoyé une délégation très importante en Égypte et il s'est engagé vis-à-vis de l'Égypte de s'opposer au nettoyage ethnique. Pour moi, c'est déjà une grande décision qu'il a prise. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire pour s'opposer au nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique, ça veut dire aussi bien l'expulsion que le massacre. Parce que, voilà, moi honnêtement, je vais vous dire, après, vous pouvez donnez-moi votre impression là-dessus, parce que c'est plus large, mais je trouve que, en général, hein, Poutine a fait de grandes ouvertures au monde musulman. Oui. Il a construit des mosquées, il leur a fait... et en plus, la culture russe est restée, on va dire, dans une certaine virilité de parole que l'Occident a perdue, hein, il faut être honnête, qui devrait séduire le monde arabo-musulman. Et je trouve que le monde arabo-musulman n'est absolument pas reconnaissant et digne à ce niveau par rapport à la Russie. Ouais. Alors, ça a peut-être changé hein, avec l'histoire. D'abord, le monde arabo-musulman, depuis 75 ans, et particulièrement depuis Jimmy Carter, depuis la création du commandement central des États-Unis, le commandement pour tout le Moyen-Orient, toutes ces populations ont beaucoup souffert, énormément souffert. Et les États-Unis ont joué un rôle terrible dans ces souffrances. Donc, quand ils ont vu arriver les Russes, d'un côté, un premier réflexe, c'est de dire ce sont des sauveurs, et le deuxième réflexe, c'est de dire mais ils sont tous pareils. Et les Occidentaux ont tellement cultivé la division des Arabes en les dressant les uns contre les autres. Ouais, le syndrome Laurence d'Arabie. Oui, c'est ça, oui. Que, voilà. Qui donne Ben Laden et qui donne la formation de terroristes par Guantanamo, par exemple. Hein. On peut en parler de ça aussi. Oui, mais les premières victimes d'Al-Qaïda et de Daesh, ce sont les Arabes. Ce n'est pas du tout les Occidentaux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que la guerre au terrorisme, le fondement, c'est la manipulation d'Arabes pour continuer de gangréner le monde arabe. L'interventionnisme américain sous couvert de lutte antiterroriste, le syndrome, c'est bien Ben Laden qui était une marionnette, quoi. Oui. Mais moi, vous voyez, Thierry, sur ce qui se passe actuellement à Gaza, j'ai vraiment l'impression que les factions armées palestiniennes ont joué ce jeu-là. C'est pour ça que je disais, elles ont joué contre le peuple palestinien, pour moi. Vous ne partagez pas ce point de vue? Je pense que ça n'est pas toujours vrai, mais que c'est parfois vrai. D'accord. Et pour le cas de ce qui se passe actuellement, vous ne pensez pas que c'est vrai? Vous pensez que c'est une action coordonnée désespérée arabo-musulmane contre le colonialisme israélien? Déjà, moi j'ai parlé de la résistance palestinienne. Oui. Bon, c'est pas tous des musulmans. Oui, d'accord. Oui, il y a aussi des chrétiens. Tous des arabes, mais pas des musulmans. D'accord, il y a des chrétiens palestiniens aussi. Et il y a des athées. Il y a des athées. Le FPLP, ce sont des athées. D'accord. Qui s'est manifesté, le FLP? Et ils ont participé à cette attaque. Et ils ont participé, d'accord. Et leur financement à eux, ça vient d'où? Le FPLP, c'est plutôt la Syrie qui les finance.
La Syrie. Aujourd'hui, elle n'a pas trop les moyens. Hein, c'est une petite organisation. c'est une petite organisation, mais avec un passé prestigieux. D'accord. Parce que tout à l'heure, on parlait du Hamas. Donc, vous aviez dit les frères musulmans. Oui. Bon, je fais une parenthèse. Pour moi, quand on me dit frères musulmans, et on en avait parlé ensemble, pour moi, c'est les États-Unis derrière. Mais bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce point de vue. Il me semble hein, que les frères musulmans, le financement, à l'origine, c'est quand même les États-Unis. Mais bon. À l'origine, c'est les Britanniques, puis ça a été les États-Unis. Et actuellement, c'est toujours le cas? C'est le Qatar actuellement qui finance. D'accord. Mais il n'y a plus d'influence pour vous des États-Unis derrière les frères musulmans? Si, bien sûr, bien sûr. Et alors, donc le Hamas, donc frères musulmans, le Hezbollah. Ah, le Hezbollah, c'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est comme groupe? C'est quoi leur idéologie, leur financement? Alors, le Hezbollah, ce sont au départ, c'est un réseau familial au Liban contre l'occupation du sud du Liban par l'armée israélienne avec Ariel Sharon qui est arrivé. Voilà. Donc, c'est quelques familles qui se connaissaient et qui ont fait un réseau de résistance. Ces gens, c'était tous des chiites. D'accord. Ils n'ont pas de lien avec la Syrie, du coup? J'y viens. Ces gens, c'était tous des chiites et c'était au moment où il y avait la révolution encore en Iran. Donc, voilà, ils ont pris comme modèle la révolution iranienne. Mais le chiisme existait au Liban avant d'exister en Iran. Hein. Les chiites libanais ont une antériorité sur les chiites iraniens. D'accord. Et donc, ils se sont tournés vers l'Iran, ils ont reçu l'aide de l'Iran, mais ce sont d'abord des Libanais. Et les Libanais, historiquement, ce sont des Syriens. Oui. Vous savez que la Syrie a été divisée pendant la colonisation, qu'on a créé de manière arbitraire l'actuelle Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie, tout ça, c'était la Grande Syrie. Donc, ces familles chiites se pensent encore syriennes. Oui, d'accord. Oui, bien Et, sûr. Parce qu'ils ont gardé, si vous voulez, les anciennes lignes, mais c'est un peu comme en Afrique, ce que disait Bernard Lugan sur le colonialisme en Afrique et ses dégâts, mais les gens n'ont pas changé en Afrique de ligne derrière. oui, oui. Bien sûr. Et donc, quand il y a eu à nouveau la guerre avec Israël en 2006, quand les Israéliens ont attaqué le Liban, eh bien, le Hezbollah s'est tourné vers la Syrie. Et le ministre de la Défense syrien, le général Toukmani, est venu organiser le Hezbollah pour résister à Israël. D'accord. Et donc, là, on a vu le Hamas, on a vu le Hezbollah. Vous avez parlé des groupes chrétiens. Alors attendez, le Hezbollah, aujourd'hui, c'est devenu une organisation extrêmement importante. Alors qu'au départ, c'était quelques familles, hein, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il y a d'État libanais. Je ne crois pas que ça existe. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de président au Liban actuellement, et ça depuis longtemps. Et je pense que les institutions sont un leurre au Liban. Je pense que le seul vrai État, c'est le Hezbollah. D'accord. Au Liban, c'est le Hezbollah qui régit les choses. D'accord. Et mon expérience personnelle, c'est que quand le Hezbollah décide quelque chose, ça se fait. Quand c'est les ministres, ça se perd dans les sables. D'accord. Donc là, on a vu le Hamas, on a vu le Hezbollah. Le groupe chrétien, il s'appelle, excusez-moi, je ne connais pas tout, mais
Non, alors, il n'y a pas de... Le petit groupe chrétien dont vous parliez? Non, il n'y a pas de groupe chrétien organisé militairement. D'accord, ok. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de chrétiens en Palestine en général et à Gaza en particulier, parce que le Hamas ne veut pas qu'il y ait de chrétiens. Alors, quand on a parlé d'une abréviation en 3 lettres tout à l'heure, d'un petit groupe qui n'avait pas beaucoup d'influence dans les organisations. Non, moi, j'ai parlé du FPLP, donc Voilà, ce sont des marxistes, c'est pour ça qu'ils sont athées. d'accord. Ah, ils sont pas chrétiens, ils sont athées marxistes. Ah oui, d'accord. Beaucoup, leurs fondateurs étaient chrétiens. D'accord. Euh, et puis, il y a un groupe. euh, Alors, juste eux, ils auraient une tendance, du coup, à être liés à la Russie, peut-être un peu plus que les autres groupes. oui, D'accord. oui, oui, oui. Oui, oui, et ce sont des gens qui raisonnent très, très bien. Oui, ils sont à part dans les factions armées palestiniennes, ils sont à part un peu quand même. Oui, ils sont à part, mais euh, si vous parlez politique avec eux, c'est des gens qui parlent d'une manière très construite et raisonnable. D'accord. Et pourquoi le peuple palestinien n'a jamais misé sur cette branche-là en particulier? Si, Georges Habash a eu à un moment, il a eu son heure de gloire, mais non, parce que en fait, pendant la guerre froide, euh, voilà, les Palestiniens ont été divisés entre pro-US et pro-russe. D'accord. Alors, on a ce groupe-là. Le groupe, est-ce qu'on a parlé du Fatah, par exemple? Non, on n'a pas parlé du Fatah. Le Fatah, c'était l'organisation de Yasser Arafat. Oui. Donc, à l'époque de Yasser Arafat, c'était des gens euh, pareil, extrêmement lucides, organisés, rationnels. Et c'était de très grands laïcs. Yasser Arafat était un laïc et voulait que l'État palestinien soit laïque. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Parce que son successeur, Mahmoud Abbas, est devenu en fait le Pétain des Israéliens. Voilà, il Alors, collabore avec l'État d'Israël et il fait un peu n'importe quoi. C'est une déchéance ce qui s'est passé au Fatah. beaucoup de gens, ouais, alors sans parler de Pétain, parce que, si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Là, c'est un peu polémique ce que je vais dire, parce que c'est vraiment pas dans les clous. Je sais que vous êtes gaulliste et que vous n'allez pas forcément apprécier. J'ai un point de vue particulier sur la chose, c'est que les gens disent oui, les nazis, les fascistes, les nationaux français. Mais la réalité, c'est qu'ils ont perdu la guerre, ces gens-là. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même pas la conséquence d'une victoire qu'ils auraient eue. Ils ont quand même été défaits. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même la conséquence des vainqueurs, des gens qui les ont défaits. Il y a un moment donné, il faut aussi être logique. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je ne vais pas discuter de ça. Je disais, je comparais avec Philippe Pétain parce que Philippe Pétain a fait une politique de collaboration avec l'occupant étranger et c'est ce que fait le... D'accord, d'accord. Dans l'absolu, c'est une collaboration. C'est ça que vous vouliez dire. Voilà, Ok. c'est ça. D'accord. Parce que, alors, on a le Fatah. Alors, ça n'existe plus trop, le Fatah, en fait, du coup. Ben, c'est eux qui gouvernent la Cisjordanie, enfin qui gouvernent, qui administrent la Cisjordanie. D'accord. Et donc, vous diriez que le groupe de tous ceux qu'on a nommés, il y en a d'autres encore? Le djihad islamique. Les djihadistes islamiques. Alors, eux, c'est quoi? Alors, c'est également un groupe sunnite, mais directement lié à l'Iran. Alors, vous dites également. Par Oui, rapport à qui? par rapport au Hamas, ce sont Par rapport également aux des sunnites. sunnites, d'accord. Parce que qui dit sunnite dit Arabie Saoudite, en gros, en général, hein, quand même. Voilà, mais là, c'est des pro-iraniens. C'est des pro-iraniens. C'est quand même assez particulier, puisque l'Iran, c'est plutôt Oui, chiite. oui. D'accord. Et alors, là, on a caractérisé tous les groupes, en gros.
tous ceux qui jouent un rôle aujourd'hui. Mais encore que vous avez d'autres groupes qui arrivent. Maintenant, vous avez plein de groupes qui arrivent d'Irak. D'accord. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est l'Iran qui voulait... l'Irak avait interdit le territoire. Voilà, c'est les Afghans qui voulaient aller intervenir, et l'Irak avait bloqué le territoire. On avait parlé de... vous savez, comment on les appelle en Afghanistan, les Moudjahidines, les quoi? Non, les talibans, voilà. Les talibans, oui, oui. les talibans voulaient intervenir, et l'Irak a bloqué momentanément le passage. Les Iraniens les ont laissés passer. Quel est le jeu, là aussi? Actuellement, il y a une... Je ne vais pas dire un soulèvement, ce n'est pas le bon terme, mais beaucoup de gens dans le monde arabe se disent qu'ils doivent intervenir pour éviter un génocide s'il doit avoir lieu. Et pas seulement un génocide, mais aussi une épuration ethnique, une expulsion des Palestiniens de Palestine. Oui, c'est les 1 million là qui sont censés aller en Égypte. C'est ça que Biden en plus a validé. C'est quand même assez scandaleux, ça, personne ne dit rien non plus, quoi. Biden n'a pas dit qu'il devait aller en Égypte. Oui, mais il a validé, il a signé. Il n'a pas été clair là-dessus. Il a amené des porte-avions pour pouvoir les prendre à bord de ces porte-avions. Pour les emmener où, on ne sait pas, mais bon. Ah, c'était pour prendre les Palestiniens. C'est ce qu'il a dit aux Turcs. Parce que moi, je croyais que c'était quand même une arme de dissuasion pour une intervention armée extérieure. Je pensais que c'était pour couvrir militairement. Les autorités turques ont dit, hier je crois, que le secrétariat d'État des États-Unis leur avait dit que on avait amené les porte-avions pour pouvoir sauver la population gazaouite. Alors Franchement, honnêtement, hein, connaissant les Américains, ça leur ressemble pas du tout. Alors pas du tout. Vous savez, pour tuer les gens, il suffit de dire qu'on va les déplacer. Oui, non, ce qu'on disait tout à l'heure avec Marion, mais que les Américains déplacent leur porte-avions pour secourir des Palestiniens, je veux dire, celui qui croit ça est quand même assez naïf, non? Vous ne croyez pas? J'ai pas dit que les Turcs le croyaient. Hein. Oui, d'accord. C'est ce qu'on leur a dit. Moi j'ai surtout... Parce que là, ils ont déployé 2000 militaires en soutien de l'armée israélienne. Hein. Non, faut être cohérent. Ils appuient ce qui se passe sur le terrain, quoi. Il y a 3 grands arsenaux des États-Unis sur le territoire israélien. D'accord. Vous pouvez développer? C'est un traité et en principe, il y a toujours sur place des bombes et des missiles qui sont mis immédiatement à la disposition de l'État d'Israël. Cependant, dans les derniers mois, on a puisé dans ces arsenaux qui étaient à peu près vides il y a quelques jours. Et maintenant, les États-Unis les remplissent à nouveau. Oui, ils participent carrément à l'opération de destruction de la bande de Gaza, il faut le dire, non? Pourquoi ils prennent des pincettes? Je ne sais pas que je prends des pincettes, c'est que je n'ai pas, au moment où je vous parle, la certitude que ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a un pays de poids qui a failli intervenir et qui aurait justifié pour les Américains de mettre leur porte-avions pour les dissuader d'intervenir? Non. D'accord. Il n'y a jamais été question que l'Iran intervienne pour défendre les populations. Enfin, ils savent peut-être que c'est un engrenage qui sera extrêmement grave, quoi. Actuellement, l'Iran essaye d'organiser un état-major commun de toutes les forces qui veulent se battre là-bas. Donc, ce serait installé au Liban, et il y a des forces palestiniennes, libanaises, irakiennes et jordaniennes
qui essaye de créer un état-major commun. On en est là, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, quand vous parlez d'état-major, c'est forcément militaire, donc soit c'est une intervention pour défendre le peuple palestinien et donc se battre contre l'armée israélienne. Oui, 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 oui. D'accord. Mais ça, vous connaissez la parabole des coqs, je suppose que ça vous dit quelque chose. La quoi? Chez les Juifs, la parabole des coqs. Non. Chez les juifs sionistes, c'est-à-dire que alors ça c'est dans les écrits hébraïques assez vieux hein, d'ailleurs. Ils parleront d'une période où par la tignasse de leurs cheveux, il est question d'obliger les nations à faire une guerre de masse. Donc moi j'ai quand même l'impression que ça répond à ce texte-là quand même. On est quand même à une volonté. Oui. Enfin, je ne suis pas sûr que les dirigeants israéliens lisent ces textes-là. Ah bah, en tout cas, les rabbins qui s'expriment souvent sur Internet, ils font souvent allusion. Hein. Oui. Parce que vous connaissez le régime iranien particulièrement? Oui, oui. Est-ce qu'on a affaire avec l'Iran à des diplomates ou des gens qui sont en géopolitique très pointus et qui ont une fine mesure de la dangerosité, de l'escalade et de oui. jusqu'où ne pas être entraîné? Non. Les Iraniens sont des gens extrêmement subtils, vraiment très très subtils. D'accord. Mais ils abordent la diplomatie plutôt comme des commerçants. Incroyable. Comme des commerçants. Et c'est un pays de commerçants, l'Iran. Pas comme des religieux, pas comme des philosophes. La culture iranienne, c'est une culture de commerçants. D'accord. Ah oui, mais alors ça, c'est problématique parce que c'est un pont d'entrée pour les problèmes. S'ils n'ont pas de... Ça laisse... Ils ont souvent commis des erreurs à cause de ça. Parce que, vous savez, moi, j'ai des correspondants en Iran, et ce qui m'a choqué, j'aurais pas cru, hein, parce que c'est quand même un pays qui sait que les États-Unis ne sont pas leurs amis. Figurez-vous qu'ils sont quand même tous fait vacciner chez Pfizer en Iran. Ça m'a surpris. Je me dis, je veux dire, c'est quand même énorme. Ils vont aller se faire vacciner avec Pfizer, une compagnie américaine. Alors, parce qu'il y a quand même une division de la jeunesse qui est une porte d'entrée à des révolutions colorées, hein, parce qu'il y a aussi les erreurs de la bourgeoisie iranienne contre le régime théologique. Et ça, c'est vraiment l'exploitation que les Américains font en général, c'est qu'ils font des révolutions colorées en passant. D'ailleurs, ils essayent de le faire, hein, et souvent le régime iranien réprime. Il y a quand même une division quand même chez les Iraniens à ce niveau-là. Vous savez, la jeunesse iranienne est abreuvée de télévision occidentale. Eh oui, eh oui. Ça passe toujours par les effets de mode. C'est comme les Russes, hein, le communisme est aussi tombé avec les mouvements de mode. Je crois qu'il y a une trentaine de télévisions occidentales en langue iranienne, alors qu'il n'y a que l'Iran où on parle iranien. Hein. Ouais, ouais. Et vous savez, par exemple, Euronews existe en langue iranienne. Hein. Ok, ils ont un Euronews iranien. Oui. Mais ça, c'est une catastrophe parce que du coup, c'est une porte d'entrée, quoi. Mais l'Occident leur envoie, les abreuve tous les jours de culture occidentale. Alors, vous rajoutez les réseaux sociaux, en plus, ça n'arrange pas la jeunesse à ce niveau-là. Vous vous souvenez qu'en Ukraine, ils ont fait la révolution en passant par Twitter, Facebook et en poussant les gens dans la rue. Ils essayent quotidiennement de le faire en Iran, hein, je pense. Oui, 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 oui. Bah, je vous ai coupé, allez-y, hein, développez. Non, mais je dis, bon, l'armée iranienne, pour le moment, n'est pas mobilisée. D'accord. Et elle n'a pas l'intention de le faire. Ça, j'ai pas dit ça. Hein. D'accord. Parce que, vous voyez, moi, ça m'a fait sursauter quand tout de suite, j'ai vu l'Instagram, c'est quand même le type qui a poussé à ce qu'on envoie de l'uranium appauvri et qu'on utilise des armes à uranium appauvri en Ukraine, et qui a poussé des textes en faveur d'une intervention nucléaire en Ukraine contre la Russie. Ce type, moi, je le trouve extrêmement malsain. Et tout de suite, quand il y a eu cette attaque déclenchée sur la région dont on parle, au Moyen-Orient, Palestine-Israël, il a tout de suite pointé l'Iran. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un truc qui était pensé derrière, pour pointer l'Iran, parce qu'ils bloquaient en Ukraine et qu'ils ouvraient un nouveau front, quoi, en gros. Le prochain, c'est l'Iran. Les Straussiens, les néoconservateurs veulent une guerre avec l'Iran. Ouais, ça date pas d'hier, ça. Hein. Ils essayent à... Mais
dans Newsweek cette semaine, Elliot Abrams fait une... Mais il a quel âge ce type? Parce que ça fait longtemps qu'il est derrière Netanyahou, c'est personne d'autre, hein, c'est lui derrière Netanyahou. Ah ben, parce que attendez, dans les années 80, il était déjà derrière, c'est les Iran-Contra, c'est lui, hein? Oui, il était condamné pour l'affaire Iran-Contra. Oui, oui. Mais il a quel âge ce type? Je ne sais pas, mais Ça s'arrête jamais. Le crime, ça conserve. Oh bah oui, il s'arrête jamais. Je veux dire, il faisait déjà du mal dans les années 80. Je veux dire. Ah bon, il a organisé le génocide des Mayas. Hein. Oui, oui, vous en aviez parlé, oui, bien sûr. Mais enfin, que ces gens-là reviennent en politique, alors que ça fait quand même un moment que. Ah bon. Ils sont revenus sous quel prisme? Parce que je suppose que. Attendez, les Iran-Contra, c'était sous quel gouvernement? C'était Reagan. Reagan. Et Rafsanjani en Iran. En Iran, d'accord. Vous savez c'est une petite parenthèse, je suis en train d'écrire sur ces histoires-là. Alors je ramasse plein de documents, mais vous savez que l'Iran-Contra, le début de cette affaire a été pensé par Klaus Barbie. Vous signez. Oui, parce que ouais, c'est-à-dire que alors moi c'est un truc que j'ai jamais compris chez les nationaux-socialistes allemands, c'est que ils ont jamais identifié dans leur combat que l'Angleterre et les États-Unis étaient en train de préparer en fait la mainmise des États-Unis à la suite de l'Angleterre au détriment de l'Europe. Et j'ai jamais compris pourquoi ils se sont tournés contre les Russes et qu'après ils se sont mis au service des États-Unis, qui étaient ceux qui les avaient détruits finalement. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, ça. La haine du Russe passait avant tout. Absolument. Donc ils étaient du côté des États-Unis parce qu'ils étaient contre la Russie. Mais le projet nazi, c'était un projet de domination globale. Donc si les États-Unis veulent la domination globale, ils vont très bien ensemble. Ils n'ont jamais identifié que c'était l'Angleterre et les États-Unis qui étaient derrière la destruction de leur projet, quoi. Enfin, je veux dire... Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Les nazis ont... Hannah Arendt a écrit un texte sur ce sujet où elle explique que les nazis ont sacrifié l'Allemagne pour faire triompher leur projet de domination mondiale. Oui, enfin, c'est contestable, hein, parce que... C'est contestable, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien. Parce que vous voyez une présence nazie aujourd'hui dans la réalité de ce qu'on voit? Oui. Vous pensez à Klaus Schwab, à quelqu'un comme ça? Non, non, non. Non, non. Moi, j'ai retracé l'histoire des nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit que leurs dirigeants trouvent des fonctions dans d'autres pays avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni. Et bon, je parlais de Klaus Barbie, il est devenu quand même le chef de la Bolivie. Hein. C'était lui. Oui, il a surtout, à l'époque fait les services anticommunistes en Europe sous l'époque du Gladio aussi. Hein. Oui, c'est ça. Bon. C'est lui qui a créé le premier service du Gladio en Allemagne. C'est Klaus Barbie qui l'a créé. Des services qui ont essayé d'assassiner De Gaulle, d'ailleurs. Je le dis en passant. Oui, par la suite. Bon. Mais donc, j'ai retracé où tous ces gens avaient été installés et voir ceux que sont devenus leurs élèves. Et bon, tout à l'heure, on parlait de Netanyahou qui a commencé sa vie dans le sillage de Jabotinsky. Bon. D'autres élèves de Jabotinsky ont été du côté des nazis. Lui, il est allé du côté des Britanniques.
Oui, mais vous êtes bien d'accord que Jabotinsky est un juif et que, en tant que juif, c'est pas le même raisonnement que ce qu'ils appellent eux les goyim, c'est qu'ils font quand même du mimétisme. Ils peuvent cadrer à n'importe quelle idéologie, mais c'est toujours la communauté juive et Israël en arrière. C'est quand même un double jeu. C'est pas le. Quand il y avait des fascistes juifs, ils ne se sont pas alliés avec les nazis. Il y a eu quelques juifs qui ont travaillé avec les nazis, mais c'était pour des questions. On parle du père de Klaus Schwab. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Oui, mais le père de Klaus Schwab n'était pas juif, que je sache. Ah, d'accord. Moi, je pense que Klaus Schwab est juif, hein, quand même. Enfin, je peux peut-être me tromper, hein. C'est ce que je sais, Moi, moi, je ne de. sais pas qu'il soit juif, mais bon. D'accord. Les Juifs, quand ils étaient fascistes, sont allés du côté des Britanniques. D'accord. Ou, dans le cas de Léo Strauss, il est allé aux États-Unis. Il est d'abord passé par l'Angleterre et il est allé aux États-Unis. C'est lui qui a créé les principaux dirigeants du gouvernement actuel aux États-Unis. Léo Strauss, d'accord. Léo Strauss, c'était un disciple de Jabotinsky, Léo Strauss. Oui, oui, mais alors. Il l'a rencontré, il est allé le rencontrer, il a rencontré Benson Netanyahu. Alors attendez, on va l'articuler d'une autre manière, parce qu'on peut rebondir là-dessus. Vous savez qu'au gouvernement canadien, on a fait applaudir un ancien nazi. Oui, oui. Il y a, donc, c'était peut-être lié à ce dont on parle, c'est-à-dire que dans le continent nord-américain, il y a une grande influence dans l'opération Paperclip du rapatriement d'officiers nazis au service des États-Unis. Alors ça a donné Ernst von Braun pour le programme spatial, ça a donné Eric Straube pour le programme bioterroriste, notamment sur Plum Island, d'où est sortie notamment la maladie de Lyme, si certains sont intéressés par creuser le sujet, et des gens comme dont vous parlez, quoi. Et donc, quand ils ont fait applaudir un national-socialiste, enfin un ancien, c'est quoi, un Ukrainien? C'était un Ukrainien? Oui, c'était un Ukrainien qui avait appartenu à la Légion Galice. D'accord. Et vous dites que ça, c'est culturellement, l'Amérique du Nord est faite comme ça, en fait. Non, je dis que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les collaborateurs états-uniens des nazis ont fait venir les dirigeants nazis ou pro-nazis à des endroits particuliers. Donc les Ukrainiens ont été au Canada, les Biélorusses ont été aux États-Unis, les Croates ont été en Argentine, etc., etc. On les a dispatchés un peu partout. Et ils ont eu des postes à responsabilité élevée. Oui. Oui. Ils ont travaillé à l'architecture de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'État profond américain. C'est ça, en gros, que vous voulez dire. Alors, je ne sais pas s'ils ont travaillé à cette architecture, mais en tout cas, ils en ont fait partie. D'accord. Et alors, ça aussi, ça va peut-être faire polémique, mais moi, quand je regarde, vous me dites, hein, aux questions d'heure, si vous êtes bloqué, hein, moi, Allez-y, allez-y. Moi, quand je regarde les néo-nazis ukrainiens, Oui. j'ai beaucoup de mal à faire le lien avec Adolf Hitler ou le fascisme italien. Je veux dire, quand je vois leur comportement, c'est tout à fait différent. Moi, je vois autre chose. Est-ce que vous aussi, vous cernez une certaine subtilité, une différence? Ah, il y a une différence, oui, c'est sûr. Mais quand vous regardez vous avez regardé les vidéos de l'ordre Centuria? Ça ne me dit rien. Donc, ils ont créé un ordre secret dans les institutions de l'OTAN. Oui. Bon, Et ça, c'est avéré, hein. C'est pas du on dit, c'est du avéré, hein. mais ils sont sur Internet, vous pouvez les voir. D'accord, ok. Et bon, ils font des cérémonies. Bon, c'est tout à fait comme les cérémonies nazies. C'est d'inspiration ou c'est tout à fait comme... Parce que moi, j'ai vu leur comportement. Honnêtement, les nazis ne se comportaient pas comme ça. De ce que j'ai étudié, hein. Il y a vraiment une... Je pense que les nazis, d'ailleurs, les trouvaient tellement violents qu'ils les avaient un peu exclus quand même, parce qu'il y a des comportements...
Il me semble qu'il avait été foutu en prison, là, le leader ukrainien sous Adolf Hitler, hein, parce que les nazis ne voulaient pas les voir. Hein. Ça, c'est ce que racontent ses disciples, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit vrai. Donc vous trouvez que c'était très proche du national-socialisme allemand? Ben, ce mouvement ukrainien, d'abord quand ils se définissent en Ukraine, aujourd'hui, dans leurs textes, ils se définissent comme nationalistes intégraux. Oui. Ils ne se définissent pas comme bandéristes, comme nazis, comme ukrainiens nazis. Ils se sont souvent revendiqués de Bandera quand même. Ils se revendiquent de Bandera, mais ils ne se définissent pas comme bandéristes, ils se définissent comme nationalistes intégraux. D'accord. Ce terme vient de leur maître à penser, parce qu'ils ont un maître à penser qui est totalement inconnu en Europe. Comment s'appelle-t-il? Dmitri Dontsov. Aucun de ses livres n'a été traduit dans les langues occidentales. C'est l'idéologue de ce mouvement? Oui. D'accord. Et donc, ce Dmitri Dontsov, c'était un agent des services secrets allemands à l'époque du Deuxième Reich. Du Deuxième Reich? La Reich? guerre mondiale. Ce Dontsov, il a créé toute une mythologie. Il a créé une religion, en fait. D'accord. Mais quand on sait que Zelensky est juif et qu'il y a cette prégnance de cette idéologie avec laquelle sont alliés, notamment une faction israélienne, quel est le lien? Alors, Jabotinsky, quand il a signé son accord avec les nationalistes intégraux en Ukraine, il l'a signé avec le président de la République autoproclamée populaire d'Ukraine, hein, il s'appelait Simon Petura, mais son conseiller spécial, c'était Dontsov. D'accord. Donc, tous ces gens-là se connaissaient. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez un des hommes de Netanyahou, un vieux monsieur qui est avec Netanyahou, qui a connu le groupe de Dontsov juste après la guerre mondiale. Donc, en fait, parce que pour qu'il y ait une traçabilité, parce que ça aussi, il faut le dire, les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, ont financé ces mouvements résiduels du nazisme contre le communisme. Oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui est la continuité de tout ça. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que les mouvements israéliens, ils sont aussi accolés. Bon, remarque, c'est peut-être certainement logique. Nous, ça nous choque parce que nous associons le nazisme immédiatement à l'antisémitisme. Mais le projet nazi, son but, c'était la domination mondiale, c'était pas l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça n'existe parce que les dirigeants nazis voulaient la domination d'une race. Oui, mais... Donc, ils ont construit une idéologie de la race en disant que c'était une science. Leur idéologie, elle est basée sur des absurdités incroyables. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils ont créé une propagande pour expliquer qu'on répète toujours la même connerie, mais à la fin, les gens y croient. Bon. Mais donc, ils ont créé une idéologie autour d'une race et ils étaient, dans leur manière de parler, ils étaient persuadés que les Juifs étaient une race aussi et que dès que la race juive ou la race tzigane
entrait en contact avec la race aryenne, elle dégradait la race aryenne. Donc il fallait détruire tout ce qui était juif ou tzigane, ou qui avait appartenu aux juifs ou aux tziganes. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que tous les groupes politiques, et notamment en France, qui se sont érigés sur le fait d'être choqués, d'être indignés par la Shoah, sont alliés aujourd'hui avec des néo-nazis en Ukraine. C'est ça qui est indécent et obscène. Oui, tout à fait, oui.